Bonjour, je vais poursuivre mon cours de relations sociales. Je vous rappelle que je suis dans le chapitre 2, les relations sociales, une approche en termes de régulation sociale. La dernière fois, je vous avais parlé de Dunlop et du concept de système des relations sociales. J'en arrive maintenant à une autre grille d'analyse. Je vais vous parler aujourd'hui des travaux du sociologue français Jean-Daniel Reynaud. J'en arrive donc à mon grand 5 qui s'intitule La production des règles, la théorie de la régulation sociale selon Jean-Daniel Reynaud. Ce grand 5 est extrêmement important, je l'ai décomposé en deux sous-parties. Dans un premier temps, je vous proposerai les trois modes de la régulation sociale tels que mis en évidence par Jean-Daniel Reynaud. Ça sera l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo, j'essaierai de répondre à la question suivante. Que retenir de la théorie de Reynaud du point de vue de l'action managériale? J'en arrive donc à mon 5.1, les trois modes de la régulation sociale. Alors tout d'abord, la théorie de la régulation sociale du sociologue Jean-Daniel Reynaud nous permet de définir trois modes de la régulation sociale. Ce sont trois manières différentes mais complémentaires de produire des règles. Pour Reynaud, la régulation sociale, c'est avant tout une activité de production de règles, que ces règles soient formelles ou informelles. Le premier mode de la régulation sociale, c'est la régulation de contrôle, qui consiste à imposer aux individus une discipline et des devoirs. C'est la régulation qu'opèrent les dirigeants d'une entreprise lorsqu'ils définissent des règles de fonctionnement et lorsqu'ils définissent les objectifs stratégiques de l'organisation, c'est-à-dire la stratégie qui est celle de l'organisation. Cette régulation de contrôle, c'est donc une régulation qui émane d'en haut, qui est portée par le sommet stratégique, qui est pilotée et qui est contrôlée par les dirigeants. La régulation de contrôle, c'est une régulation qui s'exerce donc de haut vers le bas et elle est portée par la direction, elle vise à contrôler et à discipliner les comportements. Le deuxième mode de régulation pour Jean-Daniel Reynaud, c'est la régulation de contrôle. Alors cette régulation de contrôle, elle émane d'en bas et elle est le fait d'acteurs, ce sont des opérationnels, elle est le fait d'acteurs qui vont s'efforcer de préserver leur autonomie. Ces acteurs vont en fait, nous dit Reynaud, utiliser les marges de manœuvre qui sont à leur disposition, soit pour adapter les règles qu'on cherche à leur imposer et qui émanent de la régulation de contrôle, soit pour les transgresser, soit, troisièmement, pour inventer des règles nouvelles. À leur niveau, les opérationnels peuvent donc inventer aussi des règles nouvelles pour Reynaud. Ce sont par exemple les règles informelles qui sont créées dans les ateliers par les collectifs d'ouvriers. Qu'est-ce que tout cela signifie? Ça signifie qu'il y a finalement une réorganisation locale des règles de travail. Certes, il y a des règles qui viennent d'en haut, qui visent à contrôler, à discipliner les comportements des opérationnels, mais les opérationnels, eux aussi, inventent des règles ou adaptent ou retouchent les règles qui émanent d'en haut. Voilà pour la régulation autonome. Alors, cela signifie au passage que pour Jean-Daniel Reynaud, il est impossible aux dirigeants d'entreprise et à l'équipe dirigeante de contrôler totalement les salariés. Cette idée du contrôle total via la régulation de contrôle est une illusion, c'est une imposture pour Reynaud. On voit donc les limites du taylorisme et de l'organisation scientifique du travail. Taylor voulait, lui, réguler, encadrer entièrement les comportements humains dans l'organisation. Jean-Daniel Reynaud nous dit « ce n'est pas la réalité du fonctionnement de l'organisation. Ce n'est pas comme ça que les organisations fonctionnent. » Alors cette régulation autonome dont parle Reynaud, elle est évidemment portée généralement par les collectifs de salariés, parce que j'ai appelé les opérationnels, et elle est souvent relayée par les organisations syndicales de salariés. Donc il y a ces deux modes de la régulation sociale.
Régulation de contrôle d'un côté, régulation autonome de l'autre. Ces deux modes de la régulation sociale entrent en interaction, interagissent. La régulation de contrôle et la régulation autonome peuvent se faire concurrence ou bien peuvent se combiner. Quand elles se font concurrence, c'est-à-dire qu'il y a des tensions, voire des contradictions, voire des conflits entre ces deux modes de la régulation, mais elles peuvent aussi se combiner. Et dans ce dernier cas, la régulation autonome, elle a donc une réelle utilité pour les dirigeants, puisqu'elle permet de rendre les règles qui émanent d'en haut acceptables, au prix d'un certain nombre de remaniements, d'adaptations, qui sont des adaptations locales. Bon, cela signifie tout simplement, pour Renault, que les salariés sont capables de mobiliser leur intelligence et d'inventer des règles, et ces règles, elles ne jouent pas forcément contre les dirigeants, elles peuvent avoir, ces règles locales inventées par les opérationnels, peuvent avoir une réelle utilité pour les dirigeants. Enfin, troisième mode de la régulation sociale, la régulation peut provenir d'une négociation, formelle ou non, officielle ou officieuse, entre différents groupes d'acteurs qui vont avoir des intérêts opposés, qui sont porteurs de modes de régulation différents. Il s'agit alors de régulation conjointe. Je pense notamment à la négociation collective. La négociation collective, elle aboutit à la construction de règles acceptées par les différentes parties en présence. Dans la négociation collective, les dirigeants sont représentés ou agissent par eux-mêmes. Ils sont porteurs de la régulation de contrôle. Les organisations syndicales des salariés représentent, eux, les intérêts des salariés et se font donc écho de la régulation autonome. Ces deux groupes d'acteurs entrent en négociation. Quand ils se mettent d'accord sur un certain nombre de règles, de textes juridiques, quand ils sont capables de construire un accord d'entreprise ou une convention collective d'entreprise, cela signifie qu'il y a eu donc une activité de régulation conjointe. Régulation conjointe parce que régulation menée de part et d'autre par des acteurs qui ont à l'origine des intérêts qui sont différents. Cela suppose évidemment des acteurs qui sont impliqués dans une négociation. Donc des représentants de la direction d'un côté, des représentants des salariés de l'autre. Voilà pour les trois modes de la régulation sociale. Retenez ces trois modes de la régulation sociale: régulation de contrôle, régulation autonome et régulation conjointe. Ce sont trois manières différentes, mais complémentaires, de produire des règles dans l'organisation. La prochaine fois, je répondrai à la question: que retenir de cette théorie du point de vue de l'action managériale? Au revoir.